Bonjour sur Chamrou Télé. Aujourd'hui, je vais donc aborder la présentation, notamment pour les personnes déficientes visuelles, non-voyantes, malvoyantes, la présentation du musée. Hein, ça s'appelle exactement, j'ai fait ma petite fiche, je fais un peu mon Michel Drucker. Donc le château de Saint-Germain-en-Laye, date quand même, a priori, enfin d'après mes petites notes, de Louis VI le Gros, 1124. Saint-Louis, ça a été la résidence finalement des grands rois. Louis XIV, Napoléon III, qui installa les collections d'archéologie nationale. Hein. Et donc voilà, alors les horaires c'est 10h, 17h, sauf le mardi, l'entrée est à 7 euros. Gratuité, on peut penser, mais c'est pas précisé. Gratuité pour les personnes handicapées, on ne sait pas, aveugles notamment, on ne sait pas. Mystère. Le lien est direct sur la ligne RER A, hein, direction Saint-Germain-en-Laye, c'est évidemment le terminus. Et, et le château est juste en face, donc c'est très facile, hein, juste en face. Le téléphone à tout hasard 01 39 10 13 00, je répète 01 39 10 13 00. Donc là c'est le téléphone, tu peux avoir des infos supplémentaires évidemment. Donc voilà, je vais aller directement sur le site, même s'il y a marqué copyright. Je réponds, c'est pour les personnes en priorité. Enfin, je suis connu pour faire ma spécialité, c'est faire connaître les lieux culturels, quels qu'ils soient. Et notamment, pourquoi pas, faire connaître donc le château de Saint-Germain-en-Laye qui actuellement, donc depuis 2005, abrite donc le musée d'archéologie nationale. Hein, c'est important, hein, mine de rien. Donc, je vais directement sur la petite présentation officielle, puis comme ça évitera que je dise des bêtises. Le château donc de Saint-Germain-en-Laye, résidence royale pendant plusieurs siècles, lieu de naissance de plusieurs souverains, a été restauré par Eugène Millet, M-I-2-L-E-T, à partir de 1862. Depuis cette date, à l'initiative de Napoléon III, il abrite le musée des Antiquités nationales, devenu musée d'archéologie nationale en 2005. Accessoirement, l'un des directeurs est mon auteur fétiche que j'adore particulièrement. Euh, on connaît, enfin, si je te dis Salomon Reinach, on le connaît parce que, avec mes études de recherche universitaire consacrées à René Vivien, c'est quand même Salomon Reinach qui a confié les écrits, notamment les écrits intimes que j'ai publiés en 2000, je me souviens plus quelle date, qu'importe, récemment. Et je te dis, moi et la mémoire, ça fait deux. Donc même mon propre travail, j'ai même oublié quand est-ce que j'ai publié cet ouvrage. Et donc du coup, c'est grâce à Salomon Reinach que j'ai pu éditer mon premier livre. Donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai atterri vers le château de Saint-Germain-en-Laye, évidemment, puisque il a été directeur dans les années 1900. Il a été conservateur d'abord et ensuite directeur, co-directeur donc du musée des Antiquités nationales, qui est donc devenu musée d'archéologie nationale en 2005. Alors dans ma poursuite, hein, évidemment, dans ma poursuite des écrits de Salomon, puisque je suis en train de m'intéresser à ce personnage haut en couleur, évidemment, eh bien, je recherche évidemment ces écrits qui seraient restés inédits, évidemment. Donc la présentation du château féodal, c'était mon petit lien de parenté avec Salomon Reinach, c'est évidemment René Vivien. Donc le château féodal présenté ici, c'est vers 1122 que Louis VI le Gros fait construire un château fort appelé le Grand Châtelet sur ce plateau
de lait, L-A-Y-E, alors recouvert de forêts. Louis IX, dit Saint-Louis, agrandit ce château féodal, l'une de ses demeures préférées, par un ensemble de bâtiments, le Petit Châtelet. Entre 1230 et 1238, il fait élever la chapelle à l'écart des autres constructions. Un mur de protection entoure le tout. En 1337, la guerre est déclarée avec l'Angleterre, qui revendique le trône de Philippe VI de Valois. Les troupes du prince noir, le fils du roi d'Angleterre, incendient le village qui s'est peu à peu formé et le château lui-même en 1346. La chapelle est alors épargnée. Il faut attendre Charles V le Sage pour voir les rois revenir à Saint-Germain-en-Laye. Ce souverain le plus riche d'Europe fait raser les bâtiments incendiés et reconstruire entre 1364 et 1367 un château à l'emplacement des murs de protection de Saint-Louis. La chapelle est alors raccordée au bâtiment. On ignore à peu près tout de ses constructions, sauf que le donjon abritait l'estude, E-S-T-U-D-E, que je traduis en version française d'aujourd'hui, étude, donc l'étude du souverain. Les grandes années, tu vois, c'est par chapitre. Alors, les grandes années, je remonte. François Ier habite d'abord le château sans rien entreprendre. En 1539, il fait abattre la vieille bâtisse et en reconstruire, donc il en fait reconstruire une autre sur les fondations établies sous Charles V. Après sa mort en 1547, son fils Henri II continue les travaux suivant les mêmes plans. Pierre Chambige dirigea les travaux. En 1559, le château totalise une surface de 8000 mètres carrés. On y trouve 55 logis, une salle de bal, 7 chapelles, une cuisine. Le sous-sol voûté du donjon renferme une prison, l'actuelle place du château, entourée de 5 corps de bâtiments, les communs, constituent la basse-cour. Au fond des douves sèches est aménagé un jeu de paume. Henri II fait construire à l'extrémité de l'actuelle terrasse le château neuf que terminera Henri IV. Les règnes d'Henri IV et de Louis XIII verront ce que l'on nomme dorénavant le château vieux, abandonné aux enfants royaux et à leur domesticité. En 1660, Louis XIV déserte le château neuf qui prenait eau de toutes parts. Il s'installe au château vieux dans lequel il fait effectuer quelques travaux d'aménagement intérieur. La cour, qui se partage 63 appartements, vit ici à l'étroit. Un projet d'agrandissement est alors confié à Jules Hardouin Mansart, qui, en 1680, enlaidit le bâtiment par l'adjonction de 5 pavillons d'angle, aujourd'hui disparus, qui ne seront jamais terminés. Le nôtre dessine la terrasse qui domine la Seine, chasse, comédie, promenade en galère sur la Seine, concerts et bals rythment les journées, les dames en faveur cohabitent plus ou moins bien, la fameuse affaire des poisons se déroule en grande partie à Saint-Germain-en-Laye. Le 20 avril 1682, le roi quitte définitivement Saint-Germain pour Versailles, au grand désespoir des habitants. Du château au musée. Du château au musée. En 1689, Louis XIV offre l'hospitalité à son cousin Jacques II Stuart, roi d'Angleterre exilé, et à sa famille. Les jacobites resteront jusqu'en 1793. La Révolution y installe une prison pour suspects, puis le château devient, au gré des événements, un hôpital pour le traitement des maladies contagieuses,
une école de cavalerie sous Napoléon Ier, une caserne et enfin un pénitencier militaire sous Louis-Philippe. En 1862, Napoléon III décide d'y installer le musée des antiquités celtiques et gallo-romaines. Il confie la restauration de ce monument délabré à Eugène Millet, élève de Viollet-le-Duc. Aujourd'hui, les anciennes salles du château sont transformées en salles d'exposition. Il n'y a plus aucun meuble qui présente des collections archéologiques, dont certaines parmi les plus riches au monde. La cour intérieure du château, restaurée par Bernard Voinchet, architecte en chef, est l'une des plus belles cours de la Renaissance aujourd'hui visibles. Des visites conférences sur l'histoire du château sont organisées pour le public individuel et pour les groupes. La chapelle et la salle de bal. La chapelle mesure 24 mètres de long sur 10 mètres de large. Ses fenêtres, fait unique dans la construction gothique, sont rectangulaires au lieu d'être ogivales dans leur partie supérieure. Les angles des croisées d'ogives sont décorés de 7 têtes en ronde bosse, parmi lesquelles on reconnaît Saint Louis et sa mère Blanche de Castille. Une rosace de 10 mètres carrés, autrefois garnie de verre peint, occupe l'un des murs. C'est ici que Baudouin II, empereur de Constantinople, cède à Saint Louis en 1238 les reliques du Christ, et notamment la couronne d'épines pour lesquelles sera élevée la Sainte-Chapelle de Paris. Baptême des enfants royaux, légitimes et illégitimes, mariages royaux et princiers s'y enchaînent. Louis XIV y est baptisé, François Ier y épouse Claude de France en 1514. À la mort de François Ier, la grande salle de bal, qui mesure plus de 500 mètres carrés, est encore à ciel ouvert. L'élément principal reste la cheminée monumentale, ornée d'un motif en pierre où figure la salamandre, emblème du roi. La salle est inaugurée le 19 mai 1549 par le grand banquet que donne Henri II à l'occasion du baptême de l'un de ses fils. Louis XIV la transforme en salle des comédies et l'équipe d'une formidable machinerie. Plus de 140 représentations en tout genre sont données dans cette salle, considérée comme la plus grande de tout le royaume. Lully et Molière y connaissent leurs heures de gloire. En 1666, Louis XIV se produit lui-même dans le Ballet des Muses. Cette salle abrite aujourd'hui la salle d'archéologie comparée. Voilà, donc c'était évidemment les petites informations contenues sur le site internet de ce musée d'archéologie nationale, présenté ici en version chameau, tout de couleur, vêtu couleur jaune pour l'occasion. À bientôt sur Chameau Télé pour d'autres aventures royaux ou royales. Ah oui, une aventure royale.